Donc, bienvenue dans ce Midi de l'IRIB. Il est consacré aujourd'hui à la livraison de marchandises à vélo et plus précisément aux questions, aux enjeux sociétaux et environnementaux de cette livraison de marchandises à vélo. Alors, je suis Margot Hardy, je suis la personne qui organise les Midis de l'IRIB et qui vous envoie tous ces mails. Je travaille habituellement un peu plus dans l'ombre, mais aujourd'hui, je vais remplacer Pierre-Olivier Debroux qui devait animer cette séance. Pierre-Olivier Debroux, qui est professeur et chercheur au Centre interdisciplinaire de recherche en droit constitutionnel et administratif, qui est partenaire de ce Midi de l'IRIB. Alors, il devait animer la séance, mais malheureusement, il a eu un empêchement de dernière minute et il s'en excuse. Alors, pour présenter l'IRIB, pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore l'IRIB, c'est l'Institut de recherche interdisciplinaire sur Bruxelles. C'est un réseau qui rassemble les chercheurs et les chercheuses et les centres de recherche de l'Université Saint-Louis-Bruxelles qui travaillent sur Bruxelles. L'IRIB a toujours eu une certaine ouverture vers l'extérieur et pour l'IRIB, c'est très important de mettre en discussion les recherches avec un public plus large, d'où l'importance de nos fameux midis de l'IRIB. Alors, la séance d'aujourd'hui est consacrée à la livraison de marchandises à vélo, comme je le disais, et avec comme question quels enjeux sociaux et environnementaux. En fait, plus précisément, nous allons nous concentrer sur le projet de recherche Bicyclette, qui testait une solution innovante de livraison de marchandises à vélo. Alors, il rassemblait entre autres des chercheurs et chercheuses de la VUB et de l'Université Saint-Louis-Bruxelles et de Urbike, la coopérative cyclo-logistique. Donc, pour présenter ce projet, nous avons le plaisir d'accueillir Delphine Lefebvre, qui est cofondatrice de Urbike, Philippe Lebeau, qui est professeur à la VUB, spécialiste dans les questions de mobilité durable et logistique, et membre du groupe de recherche MOBI, et Florence Delchevalerie, qui est juriste et qui était la chercheuse engagée pour le projet au sein du CIRC, donc le Centre interdisciplinaire de recherche en droit constitutionnel et administratif. Alors, la séance se déroulera en 3 séquences. D'abord, nos 3 invités vont vous présenter le projet de recherche. Ensuite, Thomas Hermans, que je vous présenterai en temps voulu, introduira la discussion en posant quelques questions et en ajoutant quelques précisions éventuellement. Et enfin, aura lieu un moment de discussion avec nous tous, toute l'Assemblée réunie ici sur Zoom. Et donc, je vous demanderai pour ça de lever la main sur Zoom pour que je puisse vous donner la parole. Donc, voilà, c'est tout pour moi. Je laisse tout de suite la parole à Delphine Lefebvre. Merci Margot. Alors, je vais d'abord partager la présentation. Est-ce que ça marche? Super. Merci Margot pour cette introduction très claire. Et bonjour à tous. Merci pour l'invitation également Margot. Je suis vraiment très contente d'avoir l'occasion de partager eh bien, un peu certaines conclusions de ce projet Bicyclette qui a été un projet majeur en région bruxelloise dans le cadre d'une recherche et d'un test d'une solution de livraison de marchandises à vélo en région bruxelloise. Donc, c'était un projet qui était financé, subsidié par la région, qui s'est déroulé entre le mois d'octobre 2018 et le mois de décembre de l'année dernière, décembre 2020. Alors, ce projet est également le projet qui a permis de lancer la coopérative Urbike, coopérative que j'ai eu la chance de cofonder avec Philippe Levens et Renaud Sarrazin. Alors, au départ, en fait, l'idée tout a commencé quand on s'est rendu compte qu'une étude de... est-ce que mon slide... Oui, suivant veut bien s'afficher, voilà. Une étude Eurocycle. Alors, attendez, parce que j'ai un souci technique. Ou mon slide. Alors, je suis désolée. Voilà le slide que je cherchais. Donc, Cycle Logistics avait sorti une étude en 2017 qui montrait qu'en fait, il y avait un potentiel d'une livraison sur 4 qui, dans les grandes villes européennes, pouvait se faire à vélo.
toujours en 2017, Eurocycle estimait à moins d'un dixième de % le volume des livraisons qui étaient effectivement effectuées à vélo dans les grandes villes. Et c'est vraiment partant de là que, avec mes collaborateurs d'Urbike, on s'est dit, eh bien, il y a vraiment quelque chose à faire. Et ça coïncidait avec cet appel à projet de la région bruxelloise. On s'est lancé dans l'aventure en se disant, comment peut-on faire pour faire passer le volume de livraison de marchandises à vélo de un dixième de % à beaucoup plus que ça. Juste pour la petite histoire, actuellement, on parle plutôt d'une livraison sur 3 qui pourrait se faire à vélo. Et il semblerait qu'en région bruxelloise, on ait atteint pour 2021 environ 1,3 %, ce qui est quand même une amélioration déjà significative en quelques années de temps. Alors, le projet bicyclette est un projet très vaste qu'on n'aurait jamais pu mener à bien sans être entouré d'un consortium solide de nombreux experts. C'est un projet qui avait plusieurs volets, dont un volet opérationnel fort important et qui a été peut-être le volet le plus visible du projet, qui a été mené à bien avec des représentants de 4 secteurs très différents, avec des contraintes et des réalités très différentes, que sont Bipost, Deleuze, Multipharma et la centrale des soins à domicile. Au niveau du volet opérationnel, l'idée était vraiment de pouvoir tester sur le terrain avec ces clients-là la cyclo-logistique, la livraison avec de marchandises à vélo avec une remorque, un conteneur. Margot l'a dit également en introduction, on avait donc 2 universités, Saint-Louis et la VUB, qui se sont jointes au projet. Saint-Louis pour étudier avec Florence donc les aspects liés au statut du coursier à vélo, le statut légal du coursier à vélo. Philippe Lebeau et l'équipe de Mobi au sein de la VUB a planché sur toute l'analyse d'impact en termes économiques et écologiques. Et puis Smart et CBCOP sont montés à bord également pour étudier les enjeux en termes d'outillage informatique indispensable et de mode de gouvernance. Dans la mesure où Urbike est une coopérative, il nous tenait fort à cœur également, et il nous tient fort à cœur de faire progresser tout le secteur de la cyclo-logistique. Et ce n'est pas juste faire avancer Urbike. Et c'est dans ce contexte-là que d'autres acteurs de cyclo-logistique bruxelloise ont également été impliqués dans le projet. Schrush, Yopsi de Gambette, Molenbeek et SICAP, par exemple. Alors, la bannière qui vient d'apparaître est celle du Logistics Project de l'année 2020. C'est une récompense qui a été décernée au projet bicyclette et dont l'entièreté du consortium peut vraiment se réjouir et être fière. C'est-à-dire que c'est vraiment le monde de la logistique, donc les gros transporteurs qui aujourd'hui sont quand même majoritairement en camion, en camionnette, qui ont considéré le projet vraiment intéressant au point de le nominer comme projet de l'année en 2020. Et je pense que progressivement, les mentalités changent et qu'ils se rendent compte de l'utilité pour le dernier kilomètre de recourir à des solutions évidemment plus agiles et plus vertes. Je l'ai évoqué, donc le projet bicyclette était ambitieux, avait différents volets. Le volet opérationnel sur lequel je reviendrai un tout petit peu plus en détail juste après. Le volet informatique où, avec la Smart, il a été vraiment question de réfléchir à la meilleure manière d'intégrer des informations en fait très diverses, puisqu'on a des informations qui proviennent des clients, on a des informations sur la disponibilité des coursiers, on doit générer des tournées, on doit s'assurer de la paye des coursiers, de la génération des factures, des KPI, etc. C'était le scope du projet mené avec Smart. En ce qui concerne les work packages légaux et analyse d'impact, je vais laisser les spécialistes vous présenter les résultats tout de suite. Et pour la gouvernance, c'est bien là, c'était le travail mené avec Febeco de réfléchir à vraiment définir une gouvernance appropriée pour un tel projet. J'aimerais me concentrer maintenant rapidement sur vraiment l'aspect opérationnel du projet, qui a consisté à tester des modèles de distribution du dernier kilomètre par containerisation sur les 4 flux cités auparavant, donc le retail, le pharma, les soins à la personne et la poste. Alors, Urbike est donc une société coopérative de cyclo-logistique, ça veut dire qu'on assure des livraisons de marchandises à vélo. Alors chez Urbike, les vélos, ce sont des vélos cargo pour augmenter le volume
transportables et la charge transportable. Et ce sont des vélos électriques parce que Urbike a souhaité recourir, et c'est là toute l'innovation du projet, à une remorque qui permet de transporter une europalette. Une europalette, c'est le standard européen dans le monde de la logistique, où sur cette même remorque, on peut également, c'est ce que vous voyez sur l'image, transporter un petit conteneur. Je dis un petit conteneur, et avec ça, il a un volume de plus d'1,5 mètre cube et peut transporter jusqu'à 200 kg. Donc avec ça, on devenait très intéressant pour les 4 clients tests du projet pilote, puisque tout à coup, ça permet d'être un vrai maillon qui s'insère dans leur chaîne de logistique, en bout de chaîne, et d'avoir cette flexibilité, cette agilité, cette réactivité pour accéder dans toutes les zones particulièrement pénibles pour les transporteurs. Voilà, alors la remorque que vous voyez sur l'image, eh bien, son nom est la Bicilift, et c'est un produit développé en France par une jeune structure, Fleximodal. C'est la seule en fait qui existe actuellement sur le marché et qui permet de transporter une europalette. Je vous montre la petite animation ici, juste pour vous montrer la simplicité et la maniabilité. Et donc, il n'a pas fallu convaincre longtemps les quatre clients du pilote de bicyclette qu'il y avait vraiment quelque chose à faire avec une technologie pareille. Voilà. Alors concrètement, comment est-ce qu'on s'y est pris pour faire le test avec les 4 clients pilotes? Pour chacun des clients, l'exercice a commencé par une analyse précise de leur contexte, de leur réalité, de leur process logistique existant, de leurs contraintes. Et dans un second temps, pendant plusieurs mois, on a mené des expérimentations pilotes sur le terrain avec eux, qui ont bien évidemment donné lieu également à des allers-retours, des ajustements de matériel. Je vais vous présenter ça tout de suite. Chez Bipost, par exemple, eh bien, le contexte était le suivant, c'est qu'ils sont en pleine réorganisation de leur logistique interne et particulièrement intéressés, ça ne vous étonnera pas, par la combinaison de l'agilité du vélo avec le volume, la capacité que permet le conteneur, puisqu'avec le nombre croissant de colis, eh bien, Bipost est quotidiennement confronté au problème. Alors chez Bipost, les choses étaient très claires dès le début. Leur souhait n'était pas que Urbike se charge des livraisons ou d'autres partenaires, mais bien que leur personnel existant soit formé au métier. Ce qui était quand même un petit challenge parce que tous les agents et tous les facteurs n'ont pas cette aisance sur le vélo. Donc ça fait vraiment une partie importante du projet. Et par ailleurs, avec Bipost, il y a eu un très intéressant travail de co-construction d'un conteneur adapté à la livraison de colis en termes ergonomiques. Notre deuxième pilote était mené avec Deleuze, et là, la réalité était tout à fait différente. On est sur de la macro-logistique, sur des gros volumes, sur de la marchandise lourde, sur une multinationale qui a des process quand même déjà très structurés. Et on pourrait croire à première vue que la cyclo-logistique n'a aucun intérêt pour ce type de client. Et pourtant, eh bien, on est parvenu à prouver que pour la livraison de petites enseignes, ça marche. Et ça fait plus de 2 ans que quotidiennement, maintenant, nos coursiers approvisionnent 10 petites enseignes de Deleuze, type Shop & Go, qui sont à des endroits critiques, typiquement des stations de métro, des galeries commerçantes où les camionnettes sont extrêmement peu appropriées. Donc, grâce au conteneur, la solution est là. On est également d'ailleurs actif pour Deleuze à Anvers, au moyen d'un partenaire, et Deleuze y croit. Après, je vais être tout à fait transparente avec vous, il faut bien avouer qu'au quotidien, ça reste quand même un challenge de s'inscrire dans les process comme un tout petit maillon en bout de chaîne, le process d'une multinationale, mais néanmoins, on sent cette volonté d'y arriver. Donc, voilà. Le monde pharmaceutique nous a permis également une expérience très riche, puisque là, et nous a permis également de professionnaliser le métier, puisque la demande de Multipharma, dans ce contexte-ci, était de
prévoir pour eux les livraisons dans les officines. Et en fait, au travers de ce projet pilote-là, on a été amené à non seulement faire du développement de produits pour avoir un conteneur qui respectait la température contrôlée exigée par le secteur. Et en fait, dans le secteur pharmaceutique, outre les contraintes de température, il y a également toutes sortes de contraintes légales qui nous ont également amenés à devoir subir des audits, à devoir faire vraiment bon nombre de tests. Donc, projet très intéressant également et qui se poursuit à Liège par l'intermédiaire d'un partenaire aussi. Et enfin, la centrale des soins à domicile. Ça, c'est un pilote qui était très, très instructif aussi et amusant parce qu'en fait, aujourd'hui, la centrale des soins à domicile fonctionne avec un nombre important de véhicules utilitaires qui sillonnent Bruxelles tous les jours dans le but de livrer des repas à 700 bénéficiaires. Dans ces véhicules, il y a à chaque fois 2 personnes à bord, un chauffeur et un accompagnant. Étant donné les problématiques de parking et autres, eh bien, c'était leur mode de fonctionnement le plus rationnel. Vous imaginez bien, quand on est venu leur proposer une solution de vélo qui est agile avec un seul coursier, mais ça les a séduits tout de suite. Par ailleurs, ce qui a été fort intéressant dans ce pilote, c'est que non seulement, je pense que Philippe y reviendra, il y avait des données très intéressantes à analyser en termes d'externalité, puisqu'on pouvait comparer la livraison en camionnette avec 2 personnes versus la livraison à vélo, en termes de congestion, en termes de pollution, en termes de bruit, etc. Il y avait pas mal de données intéressantes à analyser. Il y avait également du développement de produits, sachant que certains des repas sont livrés chauds, d'autres froids, selon en train de température. Et enfin, c'est un projet qui se distinguait des autres par la nécessité et le souci de veille sociale, d'écoute, de respect des bénéficiaires, puisque c'est quelque chose qui est crucial à la CSD. Et cette notion de respect, vraiment, c'est une valeur fondatrice chez Urbike aussi. Et donc, on était content de former et de sensibiliser nos coursiers aussi à cette dimension sociale du projet. Avec ceci, j'ai terminé l'horizon. J'espère avoir été claire pour planter le décor du projet dans lequel s'inscrivent donc les études de la VUB et de Saint-Louis. Je terminerai juste en vous disant qu'Urbike, voilà, on a commencé à 3 en mars 2018. Aujourd'hui, on est une quarantaine actifs chez Urbike, dont 11 salariés et 4 associés actifs. Et nos coursiers, eh bien, mensuellement, ils parcourent 10 000 km à vélo pour acheminer 70 à 80 tonnes de marchandises, soit 15 à 20 000 colis. Et grâce à ça, eh bien, ils évitent l'émission de 2 tonnes de CO2. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je crois pouvoir te passer, Philippe, la parole en direct. Et si jamais vous aviez des questions par la suite, n'hésitez pas. Yes, nickel, merci Delphine. Et je crois que tu fais une bonne transition vers la présentation suivante en mentionnant les tonnes de CO2 qui sont évitées grâce à l'utilisation du vélo de Urbike. Est-ce que vous voyez tous ma présentation? Nickel. J'annonce déjà, je déborderai un petit peu, mais je vais essayer de squeezer un petit peu la présentation. Donc voilà, je m'appelle Philippe Lebeau, je travaille dans le groupe de recherche MOBI de la VUB qui a pour mission d'étudier et soutenir la transition vers une mobilité et logistique durable. Et donc c'est dans ce cadre-là, évidemment, qu'on est très intéressé par le potentiel du vélo cargo, du vélo dans le last mile, dans la logistique, étant donné cette solution qui peut être super intéressante pour réduire les externalités du transport de marchandises en particulier dans le cadre du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Comme on parle du coup d'externalité, juste pour reposer très vite le cadre, les externalités, on parle de plusieurs types d'externalités.
Et je vais vite rappeler les différentes externalités qu'on a considérées dans le cadre de notre étude, qui était rattachée du coup à ce projet bicyclette. Donc la première externalité très importante et dominante particulièrement, je vais y revenir plusieurs fois dans la présentation, c'est la congestion. Je rajoute ici un petit graphe rapidement qui montre l'évolution en particulier des camionnettes, de l'enregistrement des camionnettes à Bruxelles. Et on peut voir que par rapport aux poids lourds qui sont représentés par les petites lignes en bas, ici, les camionnettes vraiment progressent de manière particulièrement plus importante. Et c'est quelque chose qu'on voit hein, dans la rue. On entend de plus en plus parler dans les médias aussi de la camionnettisation du transport de marchandises. Donc voilà, là, il y a vraiment quelque chose qui est à faire pour répondre aux enjeux de mobilité en particulier. Une autre externalité importante, deux autres externalités importantes, c'est la qualité de l'air, d'une part, et le réchauffement climatique, d'autre part. Et ici, je montre la part dont les camionnettes et les camions sont responsables dans les émissions de CO2, de NOx et de particules fines générées par l'ensemble du transport. Et donc, on voit que la part frôle un quart, un tiers de ces émissions, alors que dans le trafic, on n'est pas à un quart, un tiers de véhicules, on est plutôt aux alentours de 10-15% de véhicules. Donc, c'est un segment du transport, la logistique, un segment du transport qui est particulièrement polluant. Et donc, c'est particulièrement efficace d'agir sur ce secteur-là, sur ce segment-là, pour pouvoir améliorer les émissions du transport en général. Quatrième, du coup, externalité, le bruit. Avec la zone 30 km/h, on en parle de plus en plus. C'est un enjeu important. Ici, on voit sur le graphique que la moitié des Bruxellois sont exposés à des seuils critiques pendant la journée. La nuit, c'est plutôt un quart. Voilà, juste pour donner un ordre de magnitude. Cinquième externalité, les accidents. Ici, le graphique n'est pas de super bonne qualité, mais comme on parle du vélo, je vais juste me concentrer là-dessus. On voit d'un côté ici les slachtoffers, donc ceux qui sont les victimes, et puis ici ceux qui provoquent l'accident, on va dire, qui sont les responsables de l'accident. Et donc, on peut voir que le vélo n'est pas responsable de beaucoup d'accidents, à part des accidents avec d'autres vélos. Les véhicules qui sont le véhicule qui est le principal responsable des accidents, c'est bien sûr la voiture, mais aussi camionnettes et camions. Une externalité un petit peu moins connue, c'est le well to tank. L'idée ici, c'est de bien considérer l'ensemble de la vie, du cycle de vie. Et donc, dans le cadre, par exemple, du débat avec la voiture électrique, on dit « Ah oui, mais la voiture électrique, elle utilise de l'électricité qui a été générée avec du gaz, du charbon, des choses comme ça. » Non, l'idée de l'analyse de cycle de vie, c'est de prendre en compte aussi la manière dont l'électricité a été générée dans le bilan environnemental qu'on effectue avec l'analyse coexterne. Voilà, tout ça, donc, toutes ces différentes externalités, ce sont les externalités qu'on a considérées, qu'on a étudiées et sur lesquelles je vais revenir pour pouvoir voir à quel point est-ce que le vélo cargo permet d'apporter une solution de transport durable dans le last mile, dans le dernier kilomètre. Et donc, ça, c'est la question de recherche. Voilà. À quel point est-ce que le vélo cargo peut améliorer la performance environnementale de la logistique urbaine? Petit point méthodologique, rapide. C'est les 4 cas, les 4 pilotes que Delphine a déjà présentés. De cette manière, on peut prendre en compte les différents cas de figure, enfin quelques cas de figure différents du last mile, parce que quand on parle de la logistique urbaine, ça inclut beaucoup de choses. Un secteur peut-être important à Bruxelles, manquant dans l'étude, c'est le secteur de la construction.
C'est un secteur qui est très important. Et voilà, ça c'est pour le contexte. En attendant, ça reste quand même des secteurs évidemment importants et très pertinents pour le vélo aussi. Pour quantifier du coup les impacts, on s'est basé essentiellement sur une référence. C'est la référence que vous voyez ici à gauche. C'est le guide des coûts externes du transport publié par l'Université de Delft en collaboration avec la Commission européenne. On a des figures qui sont très précises dans ce rapport. Il nous manquait toutefois quand même des figures pour le vélo. On a vraiment des classes différentes en fonction du type de véhicule, camionnettes, des camions en fonction du tonnage, etc. Dans quelles conditions, en ville, dans des embouteillages, etc. Ça va dans la précision, mais on n'a pas le vélo. Et donc, pour pouvoir capter aussi évidemment les scénarios avec le vélo, on a utilisé un autre rapport ici à droite qui nous a permis du coup de pouvoir prendre cette dimension-là en compte. Et donc, grâce à ça, on peut établir l'impact du vélo cargo, du remplacement d'une logistique traditionnelle par une logistique à vélo sur ces différentes externalités. Et comme on utilise des coûts externes, ça nous permet de pouvoir traduire ces différents types d'impact sur un même type d'indicateur. Ça, c'est le gros avantage de cette méthode. Parce que voilà, sinon, ça voudrait dire qu'on devrait exprimer l'impact du vélo cargo sur les PM, sur le CO2, sur le nombre d'accidents, etc. Et donc, c'est difficile de comparer les différents indicateurs ensemble. Je montre cette table juste pour que vous compreniez bien ce qu'il y a derrière les analyses. C'est les hypothèses principales de l'étude. On va commencer avec la dernière ligne. Vous voyez les impacts du vélo cargo sur les différents types d'externalités, donc changement climatique, pollution atmosphérique, le bruit, le well to tank, donc le cycle de vie, les accidents et la congestion. Tout ça est mesuré en eurocents, donc externalité, des coûts externes, par véhicule kilomètre. Donc ici, le vélo cargo, en termes de changement climatique, de qualité de l'air, quand on fait rouler un vélo, voilà, on estime que ça n'a aucun impact, ça a un impact zéro sur le changement climatique, sur la pollution de l'air et sur le bruit. Le bruit, on peut en parler un petit peu davantage, mais c'est ce qu'on estime, c'est nos hypothèses de travail. Un point important ici, c'est le vélo électrique, on le recharge avec de l'électricité. L'électricité, ça a été produit à un moment donné avec quelque chose. On ne le prend pas en compte dans le côté changement climatique, on le prend en compte ici dans le well to tank, dans l'analyse de cycle de vie. C'est pour ça qu'il y a un léger impact du vélo électrique. Ensuite, on a l'externalité sur les coûts. Et ce qui est le plus important que je vais vous montrer ici, c'est la congestion. Dans le cadre du vélo cargo, de nouveau des hypothèses, on n'avait pas le vélo cargo, on n'a trouvé aucune référence sur le vélo cargo. Donc, on a pris comme hypothèse qu'un vélo cargo qui circule sur une piste cyclable a l'impact d'un vélo, un vélo normal. Maintenant, comme un vélo cargo est quand même plus volumineux qu'un vélo, on a estimé du coup que sur la route, quand il n'y a pas de piste cyclable et qu'un vélo circule sur la route, il a le même impact qu'une motocyclette, en gros. Et c'est la meilleure figure qu'on a pu approcher pour prendre en compte le côté un peu plus important du dimensionnement du vélo cargo, surtout si on se retrouve avec une remorque. En comparaison, on peut voir ici les lignes pour la camionnette et ici pour un camion léger. Vous pouvez voir voilà, les différents types d'externalités. On voit que généralement, ça reste limité sous la barre de 5 eurocents. Par contre, quand on arrive à la congestion, on voit que la congestion explose tout. C'est vraiment un facteur prépondérant dans notre analyse. Je peux vous expliquer pourquoi après, mais voilà, c'est important à avoir en tête dans l'interprétation des résultats. Donc, ça donne les résultats de l'étude.
je ne vais pas me concentrer trop là-dessus pour essayer d'aller vers les messages les plus importants que j'ai envie de communiquer avec vous. Mais en bref, sur ce graphique-là, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on voit qu'en fonction des différents pilotes et des scénarios qu'on a analysés, on peut voir que les résultats sont différents. Il n'y a pas une conclusion générale et ils sont très fort dépendants finalement de l'organisation du pilote, de la manière dont le pilote est organisé chez l'un ou l'autre acteur. Ça, c'est la première chose que je veux vous montrer. La deuxième chose que je veux vous montrer, c'est que, comme je disais, l'analyse est très fort corrélée à l'impact que le pilote a sur la congestion. Parce que si je vous montre ici juste les résultats sur l'externalité de la congestion seulement, là, je vais faire avant-arrière, avant-arrière, avant-arrière. On peut voir que la différence entre la totalité des coûts externes et juste le focus sur la congestion est quasiment semblable. Si je vais voir les autres externalités, alors on peut voir que voilà, ça change déjà un petit peu plus. Voilà, je ne rentre pas dans les détails, on peut y revenir après si besoin. Ce que j'aimerais, c'est surtout vous expliquer qu'est-ce qu'on a appris au travers de ces résultats. Donc, il y a 5 messages principaux que j'ai envie de vous faire passer. Le premier, c'est que le vélo cargo est principalement intéressant lorsqu'on remplace exactement une camionnette par un vélo cargo. Voilà, ça fait un peu sens, je crois, c'est facile à comprendre. Et donc, par rapport à ça, le pilote qui a été le plus intéressant, pas le plus intéressant, mais le plus impactant, on va dire, dans le cadre de bicyclette, c'était le projet avec le pilote avec la CSD. Comme Delphine l'a expliqué, en effet, on pouvait remplacer quasiment un van par un vélo cargo. Souvent, c'était plus 2 vélos cargo pour un van, étant donné que, en particulier à la CSD, la plupart des véhicules qui sont utilisés, ce sont des petites camionnettes, pas des grosses camionnettes, des petites camionnettes du style Renault Kangoo. Comme vous pouvez voir là, par exemple, là, juste derrière, il y a une Renault Kangoo, je crois, qui se trouve. Voilà, vous avez un peu une idée du poids et du volume qu'on peut facilement transférer du coup sur des vélos cargo. Voilà, c'est des chiffres, je vais passer ça. Un autre scénario qui se rapprochait de cette conclusion-là, c'était un scénario qu'on avait fait pour Bipost, où on transférait des tournées colis directement depuis des petites camionnettes, de nouveau style Kangoo, que vous pouvez voir souvent dans la rue. Hein, quand vous recevez un colis de la part de Bipost, souvent c'est des Kangoo aussi. Si on transfère ça directement sur des vélos cargo, ben voilà, c'est des camionnettes en moins. Et la tournée reste plus ou moins semblable. Et donc, soit en niveau congestion, etc., il n'y a pas d'impact particulier. Voilà, ça c'est la première conclusion qui est assez facile à comprendre. Deuxième conclusion, c'est quand les choses se compliquent un petit peu, c'est-à-dire quand on fait face à des volumes qui sont plus importants. Ce graphique est un petit peu plus compliqué, je vais prendre le temps de vous l'expliquer, c'est une analyse de sensitivité. En gros, l'idée ici, c'est de pouvoir voir à quel point est-ce que le vélo cargo va pouvoir avoir un potentiel de réduction des externalités en fonction du volume qu'il y a à transporter. Donc ici, vous voyez le volume sur l'axe des abscisses en termes de mètres cubes. Donc, quand vous savez qu'un vélo cargo peut transporter autour de 1 mètre cube, on se retrouve ici. Donc ici, pour 2 volumes mètres cubes, on utilisera 2 vélos cargo. Donc l'idée, c'est de voir un petit peu le potentiel de remplacement d'une camionnette. On a considéré ici, comme hypothèse derrière ce graphique-là, des camionnettes de 10 mètres cubes. Donc c'est plus large qu'une Kangoo. Et donc, si on remplace un vélo cargo, si on a 1 mètre cube, disons 1 mètre cube à transporter, et que ce mètre cube, au lieu de le transporter dans une camionnette
de 10 mètres cubes, on le transfère sur un vélo cargo, ben on voit qu'on économise 80% de coûts externes. Donc, c'est considérable. À partir du moment donné, on a 2 mètres cubes, ça veut dire qu'on va rajouter un vélo cargo. On va avoir 2 vélos cargo sur le réseau, ou alors un vélo cargo, mais qui fait 2 fois l'aller-retour, alors que ce serait une camionnette, et donc, etc. Jusqu'au moment donné où on arrive à 10 mètres cubes. Et vous voyez ici que la ligne de l'impact drop ici, parce qu'en fait, on rajoute du coup pour le 11e mètre cube, on rajoute une deuxième camionnette. Et donc, à ce moment-là, le vélo cargo, le 11e vélo cargo est comparé du coup à 2 camionnettes, alors que les 10 vélos cargo étaient comparés à une camionnette. Voilà. C'est à ce moment-là que c'est pour ça qu'il y a à chaque fois des ruptures à chaque camionnette qu'on rajoute. Alors, la question, du coup, c'est pourquoi est-ce que les coûts externes, du coup, augmentent si fort pour le vélo cargo? C'est à cause de la congestion. Parce que l'idée, c'est que au fur et à mesure qu'on rajoute des vélos cargo sur le réseau, ça a aussi un impact sur la congestion. Surtout si, comme c'est considéré dans ce graphique-là, ils circulent sur le réseau et pas sur des pistes cyclables dédiées. Donc, c'est un impact aussi, et c'est important à le considérer. Quand vous savez l'importance que la congestion a dans l'analyse, vous comprenez mieux ce graphique-là. Je reviendrai sur ce graphique-là après. Du coup, quand on se retrouve avec des volumes qui sont importants, comment faire justement pour pouvoir quand même assurer pour le vélo cargo un potentiel de réduction des externalités, même lorsqu'on a des volumes importants? Comment faire? C'est là où l'idée des hubs est importante. Parce que l'idée des hubs va pouvoir permettre de limiter la multiplication des kilomètres par le vélo cargo en mettant le hub le plus proche possible de la zone de livraison. Je vous donne un exemple avec Multipharma, puisque c'est Multipharma qui a été le cas le plus intéressant dans le projet. Parce que Multipharma, en gros, on avait un vélo cargo pour une officine. Et donc, on ne pouvait pas faire de la consolidation, c'est-à-dire un vélo cargo qui fait plusieurs officines et qui optimise du coup sa tournée. C'était des trajets dédiés parce que les volumes sont assez importants. Alors que dans le schéma classique, on se retrouvait avec des camionnettes, des grosses camionnettes de 10 mètres cubes qui permettent de faire des tournées de plus ou moins 10 magasins. Ici, on a une image de la distribution de Multipharma en mode normal. Et donc, on voit que leur entrepôt se trouve ici, un petit peu à la périphérie, et doit aller livrer différents magasins. Et ici, on a deux tournées, et on a plus que ça sur Bruxelles. En particulier, celle sur le centre-ville est particulièrement difficile avec le piétonnier, etc. Ce qu'on a fait dans le pilote, au début, c'était à partir du dépôt de Multipharma, de faire un trajet dédié du coup vers l'officine 110 et un trajet dédié vers l'officine 460. Maintenant, vous allez comprendre que si les résultats étaient limités pour Multipharma, c'est que de toute façon, la camionnette passe presque devant. Et donc, en soi, on rajoute des kilomètres, on rajoute un vélo cargo, et donc ça a un impact sur la congestion. Et donc, c'est pour ça que les effets étaient limités. À l'inverse, si on commence à rajouter des hubs, alors à ce moment-là, on peut, dans ce cas-ci, par exemple, ça c'était un premier scénario qu'on avait considéré, on avait le hub de Urbike, du coup, était devenu un peu comme une officine. On drop les packages, les marchandises dans le hub, et de là, on livre principalement les destinations qui sont difficiles d'un point de vue accès. Maintenant, ça ne répond pas encore tout à fait à la volonté de vouloir vraiment travailler sur la réduction du nombre de kilomètres.
Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire ensuite dans 2 autres scénarios, en particulier dans celui-là, le dernier, où l'idée, c'était d'avoir un camion à la place qui consolide toutes les marchandises et qui fait 3 arrêts ici, dans Bruxelles. Et alors, les derniers kilomètres sont faits en vélo cargo à partir du camion, où toutes les marchandises seraient préparées comme il faut pour faire en sorte que les choses soient faites facilement. Et donc, à ce moment-là, ça permet de limiter la multiplication des kilomètres en vélo cargo, puisqu'on se retrouve assez proche, du coup, des zones de destination. Ceci m'amène, du coup, à un autre point important pour pouvoir ouvrir le débat, du coup, du vélo cargo. Le vélo cargo, pour faire le dernier kilomètre, c'est évidemment une solution qui est intéressante dans plein de cas différents. Maintenant, quand on vient rajouter un hub, ce qui est intéressant, du coup, c'est surtout travailler sur la logistique en amont. Vous avez vu dans mes résultats qu'on était autour de 50% au mieux, mais pourquoi? Je vous ai expliqué qu'il y avait la congestion derrière, mais il y avait aussi tout le reste de la logistique qui tourne, parce que derrière les vélos cargo, il y a encore toute une logistique traditionnelle qui est là et qui soutient du coup le dernier kilomètre en vélo cargo. Et donc toute cette logistique-là, il faut aussi la considérer dans le calcul d'impact, parce que c'est cette logistique-là aussi qu'il faut améliorer. Je passe ces détails-là, surtout pour venir du coup avec le pilote de Deleuze, parce que c'était ce qui était le plus intéressant chez Deleuze, c'est que, étant donné leur beau réseau logistique qu'ils ont derrière, ils ont pu faire de la consolidation, grouper des marchandises jusqu'aux différents hubs qu'on a utilisés dans le pilote ou qu'on a considérés dans les scénarios de simulation. Et donc, ça, c'est vraiment de l'optimisation vers le hub qui est effectué. Ouais, je passe ça puisque je suis déjà en retard, mais voilà, c'était le message principal. Dernier point, du coup, forcément, je parlais au début des hypothèses. Hein, je vous avais dit qu'il y avait un impact pour le vélo cargo qui était sur le réseau sans piste cyclable dédiée, et un impact s'il y a un réseau cyclable, s'il y a une piste dédiée, excusez-moi. Ici, je remontre les hypothèses. On voit que l'impact est quand même assez important, entre 1,39 sur une piste cyclable et 18,06 sur une piste cyclable. Non, sur le réseau. Et c'est évidemment des hypothèses qu'il faudrait vraiment raffiner, mais c'est tout ce qu'on a trouvé de mieux pour l'instant. Et donc, ici, je reprends le graphique que je vous ai montré tout à l'heure. Et si maintenant, on considère qu'on se retrouve avec un vélo cargo qui ne roule que 75% du temps sur le réseau routier et 25 autres du temps sur des pistes cyclables dédiées, ben on voit que tout d'un coup, l'impact diminue. Et si je continue l'analyse pour 50%, 25%, voire idéal, le moment donné où tous les vélos cargo circulent sur que des pistes dédiées, vous voyez que dans tous les cas, même au moment donné, on aura des volumes importants, le vélo cargo sera plus intéressant d'un point de vue coût externe. Voilà, donc les 5 conclusions principales, c'est-à-dire le cas le plus facile, c'est on remplace exactement une camionnette par un vélo cargo. C'est plus difficile de gérer les volumes plus importants. Les hubs permettent de pallier à cette difficulté-là. Si on met des hubs, il est important du coup de ne pas oublier de travailler aussi sur la logistique en amont, parce que c'est là où il y a le plus de kilomètres et donc c'est là où il y a finalement le plus de potentiel d'amélioration. Le hub vient en fait, c'est quelque chose ça fait partie des recommandations des chercheurs depuis très longtemps, depuis avant même le vélo cargo. Ça permet de rationaliser vraiment le last mile. Et alors dernier, ben, ça c'est un classique, hein, ben, mettez des pistes cyclables, s'il vous plaît. Voilà, je vous remercie.
Bon, c'est mon tour. Je vais essayer de partager. Voilà. Vous voyez bien? Peut-être le mettre. Voilà, je pense que c'est bon. Ok. Donc moi, je m'appelle Florence, je suis avocate. J'ai participé pendant 2 ans au projet Bicyclette via l'Université Saint-Louis sur donc, les aspects juridiques et plus spécifiquement sociaux du projet. Je vais essayer d'aller vite parce qu'on a un peu perdu du temps. Enfin, perdu, non, c'était très intéressant, mais on a marché sur ma partie. Bref, donc l'idée avec Urbike, ça a été d'abord de faire un tour d'horizon de ce qui existe en fait en Belgique, de vraiment examiner tous les statuts qui peuvent être utilisés en Belgique par tous les travailleurs. Ensuite, on a fait une enquête de terrain, donc vraiment une enquête dans le milieu des coursiers, donc via un formulaire qu'on leur proposait de remplir et de nous renvoyer, et des tables rondes avec les coopératives de coursiers. Et fort de ça, on a été devant la commission paritaire du transport pour le compte de tiers et on a proposé une nouvelle fonction. Et si on a le temps, éventuellement, on pourra parler éventuellement du dossier Deliveroo qui est d'actualité, mais je ne sais pas si ce sera possible ou peut-être dans les questions. Bref, donc on a examiné les statuts suivants dans le cadre du projet. Donc, vous savez qu'en Belgique, il y a 3 formes d'emploi possibles. Il y a le travailleur salarié, c'est celui sous contrat. Il y a le travailleur fonctionnaire, donc c'est celui qui est sous statut, qui est nommé. Et puis alors, il y a tous les autres. Et quand on n'est ni l'un ni l'autre, en droit belge, on est travailleur indépendant. Ça, ce sont les 3 statuts qui existent à proprement parler. Ce qu'on a examiné dans le cadre Bicyclette, c'est le travailleur salarié et le travailleur indépendant, qui sont donc des travailleurs classiques, je vais dire. Et puis alors, des formes de salariés qui sont censés être plus flexibles parce que la volonté d'Urbike, c'était de trouver une forme d'emploi qui soit déprécarisante pour le travailleur, qui soit socialement satisfaisante, mais tout en maintenant pour l'entreprise un degré de flexibilité important, puisque c'est tout le problème, je veux dire, dans les flux de transport. Et donc, c'est pour ça qu'on a examiné plusieurs formes d'emploi qui sont des dérivés, en fait, si je peux dire ça comme ça, j'y reviendrai. Alors, le premier statut, c'est évidemment celui de salarié, étant donné que Urbike voulait donc maximiser la protection sociale. Donc, c'est pour ça qu'on a examiné le salarié en premier. C'était effectivement celui qui offrait le plus de garanties en termes de protection sociale et de sécurité sociale pour le travailleur. Le problème pour Urbike, c'est que ça engendre quand même une gestion assez chronophage des horaires variables, des régimes variables. Donc, il y a vraiment un monitoring à faire en permanence des travailleurs, ce qui rend la chose très compliquée et qui entraîne des coûts de gestion importants pour les personnes du côté administratif dans la société. Donc ça, c'était l'inconvénient majeur. Le travailleur indépendant, il faut savoir qu'en droit belge, on ne choisit pas son statut théoriquement. Il y a évidemment un choix qui peut se poser, mais théoriquement, le statut du travailleur va émaner de la pratique. Donc on regarde comment l'employeur, je veux dire le donneur d'ordre et l'exécutant pratiquent le travail, comment ils exécutent leurs relations. Et en fonction de ça, il y aura une étiquette qui va se dégager automatiquement. Ce n'est pas juste on a décidé qu'on était indépendant, donc on est indépendant, si en pratique, il n'y a rien d'indépendant. Donc ici, à supposer donc que ce soit un vrai indépendant et que donc la personne dispose d'une vraie liberté, qu'elle a d'autres donneurs d'ordre, etc. Alors effectivement, la flexibilité pour l'entreprise est très intéressante dans ce contexte ici parce qu'on n'a pas à préparer à l'avance un horaire, à le communiquer à l'avance. L'inconvénient, c'est évidemment le prix que ça a parce que comment le travailleur peut fixer lui-même son prix. On y reviendra avec l'affaire Deliveroo, mais ce n'est pas toujours vrai non plus. Donc, il y avait des inconvénients assez évidents pour le travailleur parce qu'on se demande quel est vraiment le degré de flexibilité dont il bénéficie. Tout ça pour en fait faire bénéficier à l'entreprise d'un degré de flexibilité élevé. Donc, ça peut être à double tranchant. Le travailleur salarié intérimaire, c'est un petit peu une option entre les deux, on va dire, pour l'entreprise qui bénéficie à la fois de la flexibilité, mais aussi du plaisir d'offrir une protection sociale importante à son travailleur. Donc ça,
on était quand même, voilà, c'est une option qui est précarisante, mais qui est moins précarisante qu'un faux indépendant, par exemple, qui devrait quand même payer ses cotisations sociales tout seul, qui devrait se débrouiller pour trouver d'autres donneurs d'ordre, etc. Donc, cette solution-ci était une solution qui a été retenue, mais on le verra pour des charges de travail excédentaires. Donc, pas pour la charge de travail habituelle et prévisible dans l'entreprise, puisque là, il n'y a pas vraiment de raison de recourir à quelqu'un d'externe à l'entreprise. Le travailleur salarié via Smart, ça a été une option qui a été examinée parce qu'historiquement, beaucoup de coursiers belges passaient par Smart. Smart, c'est pour les artistes au départ. Donc, l'idée, c'est de faire récupérer le chemin de la sécurité sociale à des travailleurs qui ont une pratique professionnelle un peu en dents de scie, en fait. Et donc, de leur permettre d'avoir une continuité de protection sociale malgré ces prestations très échelonnées. L'avantage évidemment de la Smart, c'est que ça offre une protection aux travailleurs, en tout cas en partie, et que pour l'entreprise, on a une flexibilité qui est quand même très importante, puisque tout en bénéficiant d'une protection pour le travailleur, on n'a pas à lui communiquer son horaire X jours à l'avance. Il y a plus de légèreté, on va dire, à ce niveau-là. L'inconvénient, évidemment, c'est que le travailleur ne bénéficie pas de toute la protection sociale, que la Smart n'est pas affiliée à la commission paritaire 140.03, ce qui fait que le travailleur n'aura pas les mêmes conditions de travail dans l'entreprise quand il passe par la Smart, ou s'il est engagé soit directement par l'entreprise, soit s'il est placé dans l'entreprise comme travailleur intérimaire. Donc là, on a une différence de traitement qui ne se justifie pas complètement de travailleurs qui vont peut-être in fine exécuter le même travail. Et on a ici une flexibilité de nouveau qui se fait un petit peu au détriment du travailleur. Donc ici, il y avait d'autres options qu'on avait examinées, notamment le travailleur en titre-service, qu'on a écarté assez rapidement parce que le problème, c'est que c'est un système qui se met en place au niveau de la région. Donc ça aurait voulu dire qu'on aurait dû négocier avec 3 régions éventuellement pour mettre le système en place. Sur Bruxelles, on savait qu'il n'y avait déjà pas de volonté politique d'aller dans ce sens-là. Et le problème, c'est que ça dépend de subside. Donc du jour au lendemain, si le subside est arrêté, le système s'arrête. Et on se rend compte que, par exemple, les titres-services ne sont pas économiquement viables sans le subside qui correspond à une énorme partie du financement. Donc, sur le long terme, c'est malgré tout assez précaire. Le prestataire de services sur plateforme, ça on peut y revenir un peu plus tard, ce n'est pas un statut social. En fait, la loi qui a mis en place ce système, c'est ce qu'on a appelé les lois de Croo en 2016 et 2018. Celle de 2018 a été annulée d'ailleurs par la Cour constitutionnelle parce qu'en fait, il y a une précarité énorme parce qu'on octroie aux travailleurs en fait, un statut fiscal en lui disant « pour autant que tu ne dépasses pas tel revenu par an, tu ne seras pas taxé d'une part et tu n'auras pas de cotisation sociale à payer d'autre part, mais il n'y a pas de statut social qui est rattaché. Donc, on reconnaît à demi-mot que c'est une activité de travail parce que la loi est faite pour encourager le travail et l'entrepreneuriat, mais en même temps, on dit, vous devez avoir un statut sur le côté, ça peut être un retraité, un étudiant ou quelqu'un qui est déjà indépendant ou travailleur par ailleurs. Mais l'activité issue de la plateforme n'est pas qualifiée. Donc, en réalité, c'est du travail, mais on va dire que ça n'en est pas. Et donc, théoriquement, on avait un énorme problème à ce niveau-là. Et la Cour constitutionnelle a d'ailleurs annulé la deuxième partie de la loi, donc la partie de 2018. Et le jugement récent de Deliveroo a confirmé que les coursiers n'étaient pas dans des conditions pour recourir aux bénéfices de l'exonération fiscale, parce que ce sont des personnes qui exécutent un travail à proprement parler au sens des lois sociales belges. Donc, on a écarté cette option et ça a été confirmé, je veux dire, par le tribunal ici récemment. Et alors, la dernière option, c'était, on avait envisagé, pourquoi pas, la création d'un statut spécifique aux coursiers. Donc, en Belgique, on en a très peu. On a celui des artistes qui est connu. On a notamment celui des assistants en médecine qui a fait aussi l'objet des gros titres il y a quelques mois. Et donc, ce sont des statuts où, en gros, on fait comme si on était des salariés, mais on n'en est pas vraiment. Et donc, il y a souvent des exemptions de cotisations pour certaines branches, par exemple de la sécurité sociale. Dans tous les cas, ce sont des statuts qui sont
des compromis à la belge, on va dire, parce qu'il y a souvent des lacunes en fait, à un moment, et donc on va avoir quelque chose pour le travailleur qui est quand même un petit peu plus précarisant que s'il avait été salarié normal. Et donc, on s'est dit ici, pour le coursier à vélo, il n'y a en fait aucune raison, parce qu'il n'y a pas de singularité qui justifierait de faire en sorte que ces travailleurs-là ne pourraient pas en fait bénéficier de l'acquis social qui existe déjà dans une commission paritaire qui, du reste, correspond très bien à l'activité qu'ils mènent. Donc, la conclusion qu'on a tirée sur base de notre examen, c'était que le travail salarié devait être favorisé pour toute la charge de travail habituelle, donc vraiment tout ce qui est prévisible et récurrent. Et puis après, pour respecter le droit du travail et à la fois l'équilibre, flexibilité et protection sociale, les statuts de travailleurs indépendants ou salariés intérimaires nous paraissaient les plus justifiés, les plus légalement protecteurs, on va dire, pour la charge de travail excédentaire. Je ne sais pas quelle heure il est. Je vais regarder. Non. J'ai encore un peu de temps. Oui, il est 13h30, donc disons qu'il y a encore 5-10 minutes. Ok, je vais speeder. Donc, on a fait une enquête, fort de cet examen, je veux dire, on a fait une enquête pour voir ce que les coursiers pensaient de la situation et aussi ce que les coopératives pensaient. Parce que la cycle logistique en Belgique existe sous forme de coopérative, donc c'est hyper intéressant parce qu'on a une espèce de vision double casquette en permanence. Donc, on a vraiment l'œil de l'employeur parce que les personnes qui venaient, qui ont été représentées à nos tables rondes, ce sont les dirigeants d'entreprise, pour le dire grossièrement, mais la plupart sont en réalité coursiers sur le côté, ou en tout cas sont intimement liés aux coursiers de la coopérative. Donc, c'est très intéressant parce qu'on a vraiment une vision plus nuancée que purement employeur-travailleur. Au niveau des coursiers, on a eu peu de répondants, mais on a eu des réponses assez cohérentes, donc c'était assez intéressant. Par contre, au niveau des coopératives, on a eu tout le monde au début et on a eu les plus représentatives à la suite des tables rondes, donc c'était vraiment un exercice intéressant. Je vais peut-être passer ceci parce que c'est pas... on n'aura pas le temps. Et juste donc pour tirer les conclusions, c'était que les coursiers, leur revendication principale, c'était l'amélioration de la sécurité routière, qui est une chose qu'on ne savait pas faire, mais qui nécessairement améliorera la qualité de leur travail au quotidien, c'est évident. Et puis alors, il y avait la problématique des horaires qui est propre à leur métier, puisque physiquement, ils ne savent pas faire exactement ce qu'un chauffeur poids lourd fait dans son camion, puisque c'est puisque c'est le travailleur qui est le plus représenté dans la commission paritaire, c'est le chauffeur poids lourd. Donc, on a des horaires qui, au lieu d'aller dans la commission pour le transport, en gros, on essaye de flexibiliser l'emploi, mais pour permettre de prester plus et plus et plus d'heures en permanence. Donc, on va créer des heures de disponibilité qui ne sont pas vraiment des heures de travail, mais qui sont rémunérées parce que le travailleur est quand même à la disposition de son employeur parce qu'en fait, il attend dans son camion, c'est ça que ça veut dire. Et donc, dans la problématique des coursiers à vélo, c'est l'inverse. Il faut flexibiliser, mais le travailleur doit moins travailler qu'un temps. On ne va pas essayer à augmenter, on va essayer de diminuer sa charge de travail et de mettre des temps de repos qui sont physiquement encore plus importants que dans n'importe quel boulot, puisque c'est un métier physique. Et puis alors, il y avait toutes des problématiques en termes de rémunération, des primes, etc. Beaucoup se demandaient pourquoi il n'y avait pas des primes à la pollution, à l'effort physique, quand il grêle, quand il y a une canicule, etc. Et ça, c'est aussi des choses qui se décident normalement en commission paritaire. Et donc, avec les coopératives, le constat, ça a été de dire la commission paritaire est super parce qu'elle a vraiment un tas d'acquis sociaux dont il faudrait vraiment se servir parce qu'ils sont protecteurs pour les travailleurs, ils sont intéressants pour les employeurs. Donc, c'est vraiment une commission paritaire efficace qui fonctionne vraiment très bien en Belgique, qui est très vivante. Donc, ce serait dommage de perdre cet acquis-là. Donc, il faudrait vraiment essayer de s'insérer en leur sein plutôt que de se positionner contre eux. Mais d'un autre côté, il y a quand même des spécificités qui ne sont pas prises en compte, notamment la problématique du temps de repos et la problématique donc, des risques de santé, parce que ce sont des travailleurs qui sont beaucoup plus exposés aux risques de pollution, notamment, et d'accidents aussi, qui sont beaucoup plus dangereux, évidemment, que quand un camion fait un accident. Enfin, ça peut être quand même dangereux. Mais bref, on s'est compris. Il y a quand même un risque qui est quand même vraiment important, puisqu'on n'est pas dans un habitacle. Et
Et donc, c'est comme ça que l'idée est venue de plutôt proposer une nouvelle fonction, donc une description d'une nouvelle fonction dans la classification de fonctions existantes au sein de la commission paritaire 140.03, plutôt que, comme je le disais plus tôt, créer une fonction spécifique qui sortait un petit peu de nulle part, étant donné qu'ici, on avait vraiment un cadre qui était déjà très intéressant, et les employeurs voulaient se servir de ce cadre, donc c'était d'autant plus intéressant. On a donc élaboré une proposition avec tous les acteurs de terrain. Cette proposition a été portée par la BCLF à la commission paritaire. Donc l'idée, ça a vraiment été de décrire exactement comme la commission le fait dans sa classification de fonctions, les tâches du coursier, l'organisation de son travail et les aptitudes qui étaient requises pour exercer le travail. Et donc on a proposé ça. Le petit épilogue, c'est que malheureusement, ça n'a pas abouti parce que c'est un peu dur de savoir pourquoi il n'y a pas ce genre de transparence. Mais il y a eu ensuite d'autres personnes, je pense, qui se sont vraiment ressaisies de notre proposition. Et donc, ce n'est pas impossible que le chemin fasse son travail et qu'un jour, ça aboutisse. Et je pense Delphine pourra peut-être dire un mot là-dessus, si tu veux prendre la parole. Je ne sais pas. Voilà. Donc effectivement, Florence, tu as tout à fait raison. On a eu donc voilà, le projet bicyclette s'est arrêté en décembre l'année dernière. Au mois de janvier, on a appris le refus de la commission paritaire d'accepter le statut tel qu'il avait été proposé. Néanmoins, des contacts ont eu lieu par la suite avec des représentants du patronat, avec des syndicats. Et je pense que la porte reste ouverte de leur côté, mais que voilà, il aurait fallu peut-être c'est un peu notre mea culpa peut-être, hein, on aurait dû peut-être plus impliquer les organisations patronales dans la définition. C'est ce qu'on va faire dans les mois à venir parce qu'on se rend compte que c'est indispensable en fait, d'avoir un statut commun, cohérent et que toutes les structures de cycle logistique qu'on a contactées en fait, sont en demande d'harmoniser le statut. Oui, et c'est vrai que moi, la région Wallonne m'avait recontacté aussi. Donc, je pense qu'il y a aussi au niveau politique une vraie conscience. Et ici, avec le récent jugement, je pense que le travail fait son chemin, mais que ce n'est pas toujours quelque chose de rapide parce qu'il faut une volonté politique aussi derrière, que ce soit au niveau des commissions paritaires ou au niveau des régions, du fédéral, etc. Et donc, voilà, pour dire un mot sur cette affaire Deliveroo, si on a encore un peu le temps. Margot, tu m'arrêtes si ça ne va pas. Donc ici, on a un jugement qui vient d'être rendu par le tribunal du travail francophone de Bruxelles. Il y a eu 2 affaires Deliveroo. Il y en a une qui est au niveau de la Cour du travail pour le moment. Cette affaire-ci, c'est celle qui a été initiée par l'auditeur du travail. L'auditeur du travail, pour les non-juristes parmi nous, c'est l'équivalent du procureur du roi niveau pénal, mais transposé dans le monde du travail. Donc, ça va être une partie indépendante du tribunal qui va constater des infractions au code pénal social et qui va donc initier une action devant le tribunal pour faire constater ces infractions et en tirer les conclusions pour l'employeur qui a donc violé certaines dispositions du code pénal social. Ici, donc, le jugement qui a été rendu par le tribunal est un jugement qui finalement n'arrangera un petit peu personne parce que le tribunal fait une analyse très fouillée et en gros, sur ces 93 pages, donc c'était quand même un beau jugement, il analyse d'abord la question du statut, ce que Deliveroo appelle le statut P2P, qui est en fait peer-to-peer, et qui fait référence donc au statut de travailleur de plateforme dont je vous parlais plus tôt. Et en fait, le tribunal fait la même analyse en disant qu'il n'y a pas du tout de raison que Deliveroo utilise en fait, cette loi-là, parce qu'à partir du moment où les travailleurs travaillent, où les coursiers effectuent une prestation de travail, ça doit être qualifié soit de travail salarié, soit de travail indépendant. Mais on ne peut pas, par magie, comme ça, dire ben non, nous, on est exonérés d'impôts et exonérés de cotisations sociales. Donc là, le tribunal, un peu plus chic, prend quand même la peine vraiment d'expliquer ça. Et c'est un bon rappel parce qu'on n'avait pas encore en droit belge de positionnement
jurisprudentielle sur cette question-là, donc c'est vraiment intéressant. Mais par contre, le revers de la médaille, c'est qu'il dit à partir du moment où ça doit être requalifié, il faut le requalifier. Et donc, il examine ensuite, est-ce que ça doit être requalifié en travail salarié, ou alors il y a un contrat de travail avec un lien d'autorité, un lien de hiérarchie entre Deliveroo et les coursiers, ou est-ce qu'au contraire, on est en dehors de tout lien hiérarchique, on est en dehors de toute contrainte en termes d'organisation du travail et du temps de travail, et alors on se situe dans un travail indépendant. Et là où nous, on avait dit qu'il n'y avait pas de raison de considérer que c'était du travail indépendant pour Urbike, je précise bien que nous, notre analyse s'était penchée sur Urbike. Pour Deliveroo, le tribunal dit eh bien c'est du travail indépendant. Pourquoi? Parce que le pouvoir de la plateforme en réalité de contraindre les travailleurs à faire un certain nombre de choses n'existe pas en pratique, parce que les travailleurs peuvent par exemple se déconnecter à tout moment de l'application. S'ils disent qu'ils viennent et puis qu'ils ne viennent pas, il n'y a pas de sanction. Il y a donc toute une série de critères qui sont examinés par le tribunal qui en conclut à la surprise générale, si je peux dire, au travail indépendant. Par contre, sans surprise, on aura certainement un appel très rapidement de ce jugement-là, soit par les organisations syndicales, soit par l'auditeur, soit par les coursiers eux-mêmes, parce qu'il y avait quand même un bon nombre de coursiers qui étaient intervenus dans le dossier. Mais on va certainement avoir encore un épisode, vu les délais devant la Cour du travail à Bruxelles, à mon avis, on aura une décision définitive que dans 3 ans. Mais ça reste intéressant d'avoir déjà un premier jalon pour ce qui concerne au moins l'économie de plateforme qui est utilisée aujourd'hui par Uber, qui a aussi eu un jugement négatif, enfin même un arrêt, et puis par Uber Eats, qui eux, je pense, n'ont pas encore de dossier sur le dos devant les tribunaux, mais j'imagine que ça ne devrait pas tarder non plus. Donc voilà, merci beaucoup. Merci Florence. Merci Delphine et Philippe aussi pour votre présentation très fouillée. Je vais maintenant laisser la parole à Thomas Hermans. Donc Thomas Hermans travaille pour l'IPSA, l'Institut bruxellois de statistique et d'analyse, et il est expert dans les questions de mobilité justement, et par ailleurs il est aussi collaborateur scientifique de l'IRIMO. Voilà, Thomas, je te laisse la parole. Merci Margot. Merci aussi à Delphine, Philippe et Florence pour leur présentation. C'était très intéressant. Tout le projet est très très intéressant. Comme ça a été dit, c'était très ambitieux. J'ai l'impression que les moyens mis en œuvre étaient à la hauteur de l'ambition. Et en tout cas, le résultat tel qu'on le perçoit est très réussi. J'ai beaucoup aimé aussi toute la flexibilité qu'il y avait dans la capacité à mettre en œuvre des solutions techniques en fonction des différents types de transporteurs, différents cas de logistique. Et voilà, au final, ça montre en fait qu'en effet, le vélo cargo avec cette solution avec conteneur peut concurrencer la camionnette. Et c'est plutôt une bonne idée, puisque c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque comme Philippe l'a rappelé, les camionnettes, elles sont en croissance, d'une part à cause de la croissance du e-commerce, mais aussi sans doute en raison, pour une part, de l'introduction de la taxe kilométrique sur les poids lourds, qui a dû voir une certaine substitution entre les poids lourds de plus de 3,5 tonnes et le trafic de camionnettes, et que toutes ces camionnettes charrient un lot d'externalités qui est tout à fait important et dommageable. Là aussi, Philippe les a présentés, donc je ne les représente plus. Et les autorités bruxelloises reconnaissent cette problématique, notamment dans le cadre du plan Good Move, et donc voilà, s'engagent au travers du plan Good Move à soutenir la logistique vélo et ont aussi comme objectif de réduire de 10% les distances parcourues en région bruxelloise par le transport de marchandises routier à l'horizon 2025. Voilà, donc ça c'est pour les intentions. Alors on peut se dire aussi que la région peut mettre en place plein de choses, mais il y a aussi un autre élément de contexte qui est le fait qu'il y a la mise en place de la Low Emission Zone qui vise à la fin du diesel pour 2030 et la fin du thermique pour 2035 et qui concerne aussi les camionnettes.
donc ne concerne pas les camions de plus de 3,5 tonnes, mais elle concerne bien les camionnettes. Et donc, ça veut dire que pour toutes ces camionnettes, il y a quand même une réflexion plus ou moins urgente, enfin pour tous les acteurs de la logistique, quand même une réflexion plus ou moins urgente à avoir par rapport à ces choses-là. Et donc ça, c'était peut-être une de mes premières questions. C'est est-ce que cet aspect low emission zone, ça fait partie des contraintes qui sont intégrées par les acteurs de la logistique dans les contacts que vous pouvez avoir avec eux? Est-ce que c'est quelque chose qui les guide dans leur volonté de mettre en place de la cyclo-logistique dans leur chaîne logistique? Voilà. Sinon, peut-être, oui, c'était très intéressant les 4 cas. J'aurais aimé savoir ce que ça devient maintenant. Donc Delphine a rapidement dit que Deleuze, ça continuait et qu'il y avait la mise en place de chaînes logistiques telles qu'elles ont pu être mises en place à Bruxelles, aussi à Anvers. Qu'en est-il de CSD, Bipost et Multipharma? Et si ça continue, pourquoi? Et si ça s'arrête, pourquoi? Je trouverais ça intéressant d'avoir un peu une idée là-dessus. Sinon, ce que j'ai dans une vision un peu plus prospective par rapport à l'usage du vélo pour le transport de marchandises, ce que je trouvais très intéressant, c'est que j'ai l'impression, donc en fait, par rapport à la camionnette, le vélo, il a quand même un petit peu le désavantage d'avoir une autonomie peut-être en kilomètres à parcourir qui est plus faible, et aussi surtout de ne pas pouvoir déplacer le même volume de marchandises, ce qui fait qu'en fait, il a besoin d'avoir un hub assez proche de lui pour pouvoir faire des choses. Et en fait, du coup, l'intérêt, c'est non seulement qu'il y a le vélo, mais c'est aussi qu'il y a le hub, quoi, qui fait un peu office de centre de distribution urbain local et qui est obligatoirement présent pour justement optimiser les tournées, optimiser les déplacements, ce qui n'est pas nécessairement le cas avec les camionnettes qui font des tournées qui ne sont souvent pas nécessairement optimisées et qui ne sont pas non plus tout à fait remplies. Voilà. Et alors, par rapport à ça, ce que je me demandais, parce que les exemples que vous avez montrés portaient quand même surtout sur le centre de Bruxelles, où on a une grosse densité à la fois de population et d'activités à desservir. Et donc, je me demandais, est-ce qu'il y a, par rapport à ces limites un petit peu, si les vélos cargo doivent avoir leur hub à proximité, si on va un peu plus loin que le centre et qu'on va plus dans la deuxième couronne bruxelloise, par exemple, est-ce que ces solutions sont également applicables? Est-ce que la mise à l'échelle de la région peut se faire de façon aisée? Voilà. Alors, une autre question, toujours un petit peu dans cet objectif de réflexion sur la possibilité de développer davantage le vélo cargo, c'était est-ce que malgré tout, donc on l'utilise beaucoup pour le dernier kilomètre, est-ce qu'on peut imaginer d'avoir tout de même un usage du vélo qui se ferait pas uniquement à partir de la région bruxelloise, avec des déplacements uniquement internes à la région bruxelloise, mais aussi avec des déplacements qui viendraient de l'extérieur de la région et qui entreraient en région bruxelloise, par exemple, pour desservir la deuxième couronne bruxelloise. J'imagine que ça peut être un intérêt par rapport à la camionnette dans la mesure où s'il y a des cyclostrades performantes, on évite en fait tout ce qui est congestion par rapport aux camionnettes. Et donc ça peut représenter un intérêt. Et alors aussi, on parle beaucoup pour l'acheminement des marchandises à l'intérieur de Bruxelles d'utiliser autre chose que la route et donc en fait le rail ou le fluvial. Alors bon, le rail pour le moment à Bruxelles, ça présente vraiment pas grand-chose. Le fluvial, c'est un petit peu plus quand même, mais évidemment, c'est beaucoup du vrac, donc on imagine mal que ça soit utilisé par des vélos cargo tels qu'ils ont été présentés, mais on observe quand même une augmentation des produits palettisés qui sortent du port de Bruxelles par la voie fluviale. Et donc moi, je me demandais dans quelle mesure ces produits palettisés pouvaient éventuellement aussi être utilisés, aussi être redistribués ensuite par des solutions vélo logistiques.
Voilà, notamment en lien avec la construction. Voilà. Et ah oui, alors je vais peut-être revenir. Donc oui, peut-être sur le volet social, j'ai trouvé que tout était très clair. C'était très intéressant. Je n'ai pas vraiment de questions particulières là-dessus. Et j'avais l'impression qu'en effet, la solution qui était poursuivie d'inscrire finalement le métier de livreur à vélo au sein de la commission paritaire des livreurs avait tout son sens et reflétait simplement une évolution des pratiques. Et donc me semblait la bonne piste à suivre. Et alors peut-être pour finir, la question du poids de la congestion. Non, je vais laisser tomber cette question-là, comme ça, éventuellement, le public aura encore le temps de poser une ou deux questions par la suite. Voilà, merci. Oui, merci. En effet, ce serait intéressant de pouvoir avoir aussi des questions plus larges. Mais Delphine, Philippe, Florent, je vous laisse réagir aux questions de Thomas. Peut-être, je ne sais pas si vous pouvez les rassembler ou donner une réponse pour essayer de laisser un peu de temps à la discussion. Voilà. Delphine, tu veux commencer ou je plonge? Donc, peut-être, j'y vais, Philippe, ou tu préfères? Très bien. Peut-être un ou l'autre élément de réponse, Thomas. Donc, tu posais la question des suites réservées aux 4 pilotes. Donc, effectivement, hein, je pense l'avoir dit, Deleuze, ça continue. Le nombre d'anciennes a augmenté. On est actif à Bruxelles, on est actif à Anvers. Et il y a d'autres projets qui sont en cours de discussion. Donc, la volonté de la direction est là. Chez Bipost, là, le scope est vraiment resté tout au long de la collaboration sur uniquement la formation des agents. Ça reste à ce stade encore un projet un petit peu marginal, sachant que Bipost est absolument convaincu qu'il leur faut une remorque freinée. Or, la remorque bicilift est freinée uniquement par le vélo. Et donc, eux veulent une remorque à assistance électrique, ce que Fleximodal ne souhaite pas, ce que nous ne commercialisons pas et n'utilisons pas non plus. Donc voilà, c'est en cours de discussion, mais néanmoins, le projet continue. Il y a toujours des agents qui utilisent le matériel, ils ont toujours du matériel en location, etc. Avec Multipharma, et on a travaillé également avec le CERP en termes de livraison de produits pharmaceutiques. L'expérience est là. Multipharma à Liège continue quotidiennement pour des questions d'organisation interne. Pour le moment, Bruxelles est en stand-by. Mais donc, au sein de Multipharma, ils ont toujours la conviction que ça marche. Et il y a fort à parier qu'on reprendra avec eux. À la CSD, ça a été plus problématique pour une question d'organisation interne, où finalement les responsables de la CSD ont changé à plusieurs reprises au cours du projet et depuis le projet, ce qui fait que, et pour des questions financières également, la CSD n'a pas pu poursuivre le projet. En revanche, toute l'expérience, l'expertise qu'on a acquise avec eux, on est très heureux de pouvoir l'utiliser avec le CPAS de Berchem, avec les cuisines bruxelloises, avec des acteurs qui pratiquent le même métier, c'est-à-dire la livraison de repas chaud, froid. Voilà. Tu posais également une question par rapport à la répartition des hubs et la possibilité de mettre à l'échelle également le modèle, même au-delà du centre urbain, de la première couronne à Bruxelles. Il y a une piste qu'on explore de plus en plus, qui est vraiment la piste des hubs locaux et des hubs mobiles également. L'intérêt du conteneur, justement, c'est de se dire qu'on peut le remplir tout à fait à l'extérieur de Bruxelles, acheminer une camionnette ou une camionnette avec remorque, un mode de transport volumineux dans lequel on chargerait des conteneurs déjà pré-remplis. Ce hub mobile pourrait être déposé à un endroit et de là pourrait décourser à vélo, pourrait sillonner Bruxelles. Donc ça, c'est vraiment un modèle qu'on teste également. Et par contre, pour la question, là, je te la laisserai peut-être, Philippe, la question vraiment de savoir si utiliser le vélo au départ de l'extérieur de Bruxelles serait pertinent. Là, je te laisse la question. Je vais peut-être encore juste
donner suite à ta question, Thomas, sur la pertinence de se connecter au rail, au fluvial. Eh bien, on est convaincu qu'il y a quelque chose à faire là. On est en discussion également pour voir s'il y aurait moyen de faire avec le tram, parce que c'est un modèle qui a déjà été exploré aussi, de se dire, tiens, dans quelle mesure est-ce que le tram peut être utilisé pour transporter des conteneurs, et depuis un arrêt de tram, les coursiers pourraient démarrer. Et le fluvial, là, on a une vraie discussion avec un acteur bien précis qui est en cours. Tu parlais d'articles palettisés, c'est le cas, mais c'est aussi le cas, tout n'est pas nécessairement en vrac. On a aussi un gros acteur dans l'habillement, le secteur de l'habillement, qui rêve de tout faire de livrer l'entièreté de Bruxelles par le fluvial et avec du vélo. Donc c'est tout à fait d'actualité, et je pense que de plus en plus d'acteurs sont en train de changer leur mentalité, de souhaiter de valoriser une logistique plus verte. Et même le secteur de la construction, qui est quand même un des plus réputés comme générateur de nuisances ou d'externalités négatives en ville pour les transports qui pratiquent, eh bien, même dans ce secteur-là, on sent qu'il y a vraiment une volonté. Ils sont conscients que bien souvent, ils ont des camionnettes très peu remplies pour des petites quantités de matériel qui pourraient tout à fait être transportées à vélo. Et donc là, effectivement, on teste déjà sur des très petites quantités, mais néanmoins, pour Carodec, qui est une enseigne de matériaux durables. Et puis, on a été beaucoup en contact avec un très beau projet bruxellois aussi, le BCCC, qui était également un projet subsidié par Innoviris dans le secteur de la construction. Et l'idée est vraiment de voir comment dire, s'ancrer dans ce marché-là aussi. Voilà, j'espère avoir permis quelques éclairages. Et Philippe, je te laisse peut-être la question. Ça marche. Oui, tu viens de nommer le BCCC, le Brussels Construction Center, qui est du coup localisé en face du centre-tir, plus ou moins. Donc, c'est au début de la partie nord du canal de Bruxelles. Donc, c'est un bel endroit parce que c'est encore assez proche du centre et qui est facilement relié alors par la voie d'eau en même temps. Donc, les développements futurs de ce côté-là sont intéressants, et de coup, connectés au vélo cargo. Voilà, c'est sûr que la construction, c'est quand même des gros volumes. Donc, ce sera surtout, on utilisera le vélo cargo dans la construction. D'après ce que j'ai entendu quelques témoignages, beaucoup pour aller chercher des petites choses qu'on a oubliées sur les chantiers, et ça évite d'aller. On connaît les ouvriers qui vont souvent dans des magasins à côté pour aller chercher les petites pièces manquantes qu'il y a sur le chantier. Tout ça peut se faire en vélo cargo facilement. Je vais commencer du coup sur le côté, la limitation du coup du vélo cargo que tu mentionnais, Thomas, à cause de la dépendance forte probable du coup du vélo cargo au hub. Alors, je crois que c'est vrai, en effet, comme ce que je parlais, entre autres, au niveau des volumes. Lorsqu'on a affaire à des volumes importants, voilà, c'est important de pouvoir avoir les vélos cargo qui soient connectés du coup à un hub. Maintenant, c'est quelque chose qui n'est, je crois, pas spécifique au vélo cargo. Je crois que le hub est très intéressant aussi pour des camionnettes, que ce soit des camions qui viennent et qui n'ont à venir à Bruxelles que pour larguer une ou deux palettes, plutôt que de rentrer dans le centre-ville. Le camion s'arrête à un centre de distribution urbain qui se trouve juste à la sortie du ring. Et puis de là, on a des camionnettes, pas forcément des vélos cargo, des camionnettes qui vont consolider et qui vont faire une tournée au centre-ville avec un véhicule qui est plus adapté au centre-ville, une camionnette électrique par exemple. Donc, je crois que le débat des hubs est particulièrement important pour la cyclo-logistique, mais est intéressant de manière plus globale pour la logistique urbaine de manière générale. Donc, ça, c'est une première chose. Mais donc, quand même, pour la cyclo-logistique, on parle vraiment de la logistique pure, transport de tiers. À ce moment-là, le hub, ça reste quand même un incontournable, je crois.
Là où c'est moins incontournable, et là-dessus j'en profite pour faire une référence aussi au projet Cargo Bike, sur laquelle Urbike est aussi, et la VUB est actif, est intéressant parce que là, l'objectif, c'est de pouvoir aussi regarder le potentiel du vélo cargo dans les secteurs de services qui font, je pense à justement un laveur de vitres, par exemple, un plombier, un serrurier, tous les professionnels qui ont typiquement une petite camionnette avec eux. Tout ça, c'est un potentiel énorme dans le vélo cargo et où on n'a pas besoin d'avoir un hub. Même chose pour tout ce qui est le transport au sein même de la ville, donc les flux de transport intra-bruxellois, ceux-là aussi n'ont pas besoin de hub et peuvent directement relier un point A à un point A à un point B dans la capitale. Donc le hub va surtout être utilisé pour justement des flux qui viennent de l'extérieur, qui transitent du coup par un hub et à partir desquels on peut faire du dispatch. Donc voilà, pour remettre un peu en contexte du coup la fonction du hub. Je reviens aussi sur du coup la question de la densité. On parlait de deuxième couronne, de la possibilité aussi de flux intra-bruxellois. Moi, je crois que c'est avant tout une question d'accessibilité. La densité va un petit peu avec l'accessibilité, hein, puisque plus on est dans un environnement dense, plus l'accessibilité va être difficile parce qu'on se retrouve en conflit avec beaucoup d'autres usages à cause de cette densité, exactement. Mais je préfère du coup parler d'accessibilité parce que finalement, c'est ça le problème numéro 1 des livreurs. Ce n'est pas forcément d'être dans un environnement dense, mais d'être dans un environnement qui est difficilement accessible. C'était particulièrement le cas dans le pilote avec Multipharma, où on avait des officines qui se trouvaient sur le piétonnier et donc du coup qui sont aujourd'hui encore livrées par Urbac du coup dans le piétonnier et ça fonctionne bien parce que dans le piétonnier, à 11 heures, on doit avoir tout terminé et on a une petite fenêtre de temps pour pouvoir livrer tout le piétonnier. C'est très difficile, surtout si on parle d'Oreca, etc. Donc, l'accessibilité va vraiment être un déclencheur d'un shift vers le vélo cargo. Le point le plus important, je crois, c'était vraiment ce côté accessibilité. Et du coup, au niveau de la deuxième couronne, c'est là où je veux terminer le point. C'est, je crois que le plan qui a pour objectif du coup de faire en sorte d'avoir des mailles de manière à décourager le trafic de transit, je crois que ça va rendre les choses plus compliquées pour les camionnettes. À l'inverse, pour les vélos cargo, ils vont pouvoir couper beaucoup plus facilement à travers les mailles. Et donc, l'accessibilité camionnette l'écart entre temps de parcours, finalement, entre camionnette et vélo cargo va être renforcé. Et finalement, c'est là-dessus que je veux terminer. C'est les avantages du vélo cargo. C'est souvent ce qu'on entend des professionnels, c'est on est beaucoup plus rapide et finalement, on sait beaucoup mieux se parquer. Ça, c'est vraiment les deux points principaux qui reviennent. Merci. Eh bien, voilà, j'ouvre la discussion aux personnes qui sont encore là dans notre événement Zoom. N'hésitez pas à lever la main si vous avez une question ou à prendre la parole. Voilà, la discussion est ouverte. Oui, moi j'avais une petite question sur la position des hubs. J'entends parler beaucoup d'accessibilité. Du coup, en tant que donc je travaille à l'aménagement du territoire, à la planification en pouvoir communal à la ville de Bruxelles, et se pose beaucoup la question de la localisation de ces hubs. Donc j'imagine, on parle souvent autour du Pentagone, autour des endroits assez denses, mais voilà, pour moi, c'est encore très peu flou. Quels sont les critères exacts? Est-ce qu'on parle de critères qui rentreraient dans une ville du quart d'heure, ou parce que c'est beaucoup aussi le concept de proximité qu'on entend beaucoup. Donc, il faudrait avoir un hub tous les 15 minutes dans les endroits les plus denses ou pas. Voilà, moi, j'ai peu d'éléments quand on parle de ça. Voilà. Merci.
Je vais jumper sur cette question. Merci beaucoup, Margot. Pour faire un lien vers un groupe de travail qu'on a pour l'instant autour de ces hubs et du développement de ces hubs à Bruxelles. On a déjà eu 2 sessions. C'est en dehors d'un projet, c'est vraiment, on réunit les bonnes intentions à Bruxelles pour pouvoir développer du coup l'offre. On a eu 2 sessions où on s'est concentré sur qui sont les potentiels utilisateurs de ces hubs, de manière ensuite à pouvoir adapter l'offre. Et c'est l'objet de la prochaine session, début janvier. Ceux qui sont intéressés par contribuer à ce workshop, mettez un chat s'il vous plaît, je vous ferai rentrer dans le loop. Mais donc, l'objectif de la prochaine session, c'est précisément de travailler sur cette offre d'hub, comment est-ce qu'on peut, et donc la localisation est évidemment très importante, elle va être, d'après ce que j'ai l'impression, c'est typiquement autour du Pentagone, en particulier sur les hauteurs, puisque voilà, pour le vélo, c'est important le dénivelé. Donc, Botanique, par exemple, serait excellent. Mais en même temps, avec le quartier européen, le centre de gravité de Bruxelles n'est peut-être pas forcément autour de la Bourse, mais peut-être plus autour de Arlois avec le quartier européen. Et donc, des endroits comme Mézère aussi sont intéressants. Et alors se pose aussi, bien sûr, la question d'une accessibilité camion pour pouvoir, avec des quais de déchargement, et donc du coup des endroits qui puissent être idéalement aussi livrés en soirée, sans déranger les riverains. Et donc, voilà, c'est des choses aussi importantes à prendre en compte, en très bref. Merci. Et juste, est-ce que dans ces groupes de travail, tu as abordé aussi la question du modèle? Est-ce qu'on est sur des modèles publics ou des modèles privés? Parce que c'est aussi une question. Il y a beaucoup d'opérateurs financiers, de coopératives. Voilà, est-ce que c'est plutôt un modèle qu'on doit privilégier en tant que pouvoir public de vraiment gérer de A à Z, ou justement juste privilégier des modèles économiques qui sont indépendants à ce niveau-là? Je ne sais pas si la question est abordée. Oui, c'est une question importante. Et Delphine, si tu veux réagir peut-être par rapport à ça, je ne sais pas, par rapport au soutien et au rôle que vous pouvez avoir au niveau des hubs, parce que pour l'instant, Urbike et les autres aussi, cyclologisticiens occupent souvent des lieux qui sont temporaires et qui permettent du coup d'avoir des prix très intéressants. Mais enfin voilà, je préfère laisser la parole à Urbike du coup là-dessus. Merci Philippe. Ce que je peux dire, Margot, c'est qu'en tout cas, c'est vrai que chez Urbike, c'est un sujet sur lequel on planche assez bien, parce que pour le moment, on a fonctionné assez fort à l'opportunité en cherchant effectivement des solutions d'occupation précaires qui sont du coup temporaires, mais qui à la fois sont financièrement payables pour une coopérative qui débute comme la nôtre. On se rend compte qu'on a pas mal de soutien des pouvoirs publics pour nous aider dans ces recherches-là, ce qui est précieux, mais progressivement, on réalise qu'on a un hub à Anderlecht, on a un hub à Ixelles. On serait fort intéressé à développer le réseau de hubs, notamment dans le nord de Bruxelles. C'est indispensable, et c'est vrai qu'à ce stade, il n'y a pas franchement de politique, je pense, qui existe sur le sujet. Donc, chez Urbike, en tout cas aujourd'hui, c'est un dossier en chantier, et je pense que toute initiative privée ou publique sur le sujet nous intéresse. On est intéressé à y participer pour voilà, réfléchir ensemble à cette problématique-là. Merci. Bien, il est déjà 14h07, donc je propose, à part s'il y a une question qui resterait, de clore la session maintenant, en remerciant chaleureusement Delphine, Philippe, Florence et Thomas pour cette session qui a été vraiment riche et intéressante. Le programme des Midis de l'IRIB pour le prochain quadrimestre va probablement être disponible dans les prochaines semaines.
Les personnes qui sont abonnées à la newsletter recevront toutes les informations nécessaires. Et l'enregistrement de cette session-ci sera disponible normalement à la fin de la semaine. Voilà. Bien, je vous remercie tous pour d'avoir participé à cette session intéressante et je vous dis à la prochaine. Au revoir.